Parmi les auteurs fantastiques, et notamment allemands, Hans Heinz Evers est certainement le plus moderne et le plus fascinant d'entre eux, sans doute en raison de son image d'écrivain sulfureux et de son esthétique du macabre et de la monstruosité. Bonjour. Hans Heinz Evers, 1871-1943, était un journaliste, écrivain, réalisateur et globe-trotter allemand. Auteur de nouvelles, romans et pièces de théâtre, il a élaboré une littérature de l'étrange proche du fantastique et de l'épouvante. Ses récits, souvent macabres et érotiques, lui ont conféré une réputation d'écrivain scandaleux. La vie humaine, écrit-il, et toute l'histoire du monde ne sont rien d'autre qu'un rêve qu'un être moqueur fait à nos dépens. Une citation de l'auteur extraite de la nouvelle que je vous propose d'écouter aujourd'hui est intitulée « L'araignée », écrite en 1908. Des monts et merveilles, Michael Darjoy. À l'époque où l'étudiant en médecine Richard Brackmont prit la décision d'établir ses quartiers dans la chambre 7 du modeste hôtel A. Stevens, au numéro 6 de la rue du même nom, 3 personnes s'étaient pendues 3 vendredis consécutifs à la croisée de fenêtres de cette même chambre. Le premier suicidé était un voyageur de commerce helvétique. On ne découvrit son corps que le samedi soir. Le médecin constata le décès qui remontait à la veille, probablement entre 17 et 18 heures. Le cadavre se balançait au bout d'un solide crampon fiché dans la croisée et qui servait manifestement à suspendre des vêtements. La fenêtre était close. En guise de lacet, le mort avait utilisé le cordon du rideau. Les jambes rasaient le sol car la fenêtre était fort basse. Il était évident que la victime avait dû déployer une détermination considérable dans l'accomplissement de son dessein. L'enquête permit ultérieurement d'établir que le mort était marié et père de 4 enfants, que ses revenus matériels étaient assurés et qu'il témoignait la plupart du temps d'une humeur enjouée. On ne découvrit ni papier, ni testament ayant quelque rapport avec le drame. Aucun proche ne fit davantage état d'une quelconque déclaration laissant présager un acte de désespoir. Le deuxième cas n'était guère différent. L'artiste Karl Kraus, spécialiste de la métamorphose à bicyclette dans la troupe du cirque Medrano dressée non loin de là, occupa la chambre 7 2 jours plus tard. Son absence à la représentation du vendredi suivant incita le directeur du cirque à envoyer le groom aux nouvelles. Dans la chambre non verrouillée, il découvrit l'artiste pendu sans vie à la croisée, apparemment dans des circonstances analogues. Ce suicide ne parut pas moins mystérieux que le précédent, unanimement apprécié. Chaos jouissait d'un traitement substantiel et s'adonnait à toutes les joies de l'existence dans l'euphorie de ses 25 ans. Ici, également, pas d'écrit ni de déclaration compromettante. La vieille maman était la seule survivante. Son fils lui transmettait scrupuleusement 300 marks le premier de chaque mois pour subvenir à ses besoins. Ce deuxième décès étrange dans la même chambre eut des répercussions très fâcheuses pour madame Dubonnet, la propriétaire de l'humble et médiocrement rentable auberge
dont la clientèle se composait presque exclusivement de comédiens du Variété Montparnasse tout proche. Déjà, certains de ses hôtes avaient pris le large, d'autres, des clients réguliers pourtant, n'étaient pas revenus. Elle se tourna vers le commissaire du 9e arrondissement, un ami personnel, qui lui promit de faire en sa faveur tout ce qui était en son pouvoir. Il ne se contenta dès lors pas d'investiguer avec un zèle tout particulier sur les causes de ce trouble suicide. Il mit également à la disposition de la tenancière un de ses subordonnés qui s'installa dans la pièce mystérieuse. Charles-Marie Chaumier, l'agent en question, se proposa spontanément pour cette mission. Il paraissait particulièrement désigné pour rencontrer les spectres dont jasait la rue Stevens, cet ancien marsouin, ce fantassin de la marine, qui pouvait s'enorgueillir de quelques 11 années de service. Au cours de longues veilles nocturnes solitaires en Annam et au Tonquin, ce sergent n'avait-il pas accueilli à coups de lebel plus d'une visite indésirable de pirates fluviaux se rapprochant en rampant à la façon des félins? Il occupa donc tranquillement la chambre dès le dimanche soir et se glissa au lit avec satisfaction, non sans avoir fait honneur royalement aux plats et aux boissons de la digne madame du Bonnet. Matin et soir, Chaumier réservait une brève visite à la permanence de police pour faire un rapport. Les premiers jours, il se borna à déclarer qu'il n'avait pas remarqué le moindre indice. Le mercredi soir, pourtant, il laissa entendre qu'il suivait une piste. Pressé d'en dire davantage, il demanda l'autorisation de garder provisoirement le silence. Il ne pouvait en effet pas établir avec certitude si ce qu'il croyait avoir découvert avait réellement un lien avec le double décès. Il craignait vivement de se tromper et de se trouver, de ce fait, en butte au sarcasme. Quand il se présenta au commissariat le jeudi suivant, il semblait relativement moins assuré, plus préoccupé aussi. On ne put en tirer cependant aucune déclaration. Le vendredi matin, il reparut, assez agité, mi-sérieux, mi-souriant. Il émit l'opinion que la fenêtre exerçait un étrange pouvoir d'attraction. Il soutint cependant que ce phénomène n'avait pas de rapport avec les suicides et qu'on se gausserait de lui s'il en disait davantage. Le même soir, on l'attendit vainement à la permanence. On le retrouva pendu au crampon de la croisée. Cette fois encore, les indices correspondaient aux détails près, aux observations relevées lors des cas précédents. Les jambes traînaient sur le plancher, le cordon du rideau était l'instrument de la strangulation. La fenêtre était fermée et la porte non verrouillée. La mort était survenue au cours de la 6e heure de l'après-midi. Langue pendante, la bouche du mort béait. Cette 3e issue fatale eut pour conséquence que le jour même, plusieurs pensionnaires de l'hôtel Stevens prirent la fuite, à l'exception toutefois d'un professeur de gymnastique de la chambre 16 qui profita de la circonstance pour faire rabattre le prix de la location d'un tiers. Le lendemain, Mary Garden, la célèbre cantatrice de l'opéra-comique, s'arrêta devant l'hôtel et négocia pour 200 francs l'acquisition du sinistre cordon, dans l'idée que ce fétiche porterait chance et que les journaux en parleraient. Madame Dubonnet n'en fut cependant que médiocrement consolée. Si cette histoire s'était passée en été, en juillet par exemple, ou en août, elle eût sans doute obtenu le triple de son cordon et les journaux auraient disposé de copies pour des semaines. Par contre, en cette saison, en plein milieu de la période la plus mouvementée de l'année,
On se demande vainement où la presse aurait trouvé la place de commenter longuement cette affaire de la rue Stevens, alors que les élections, les remous dans les Balkans, l'effondrement financier de New York et la visite du couple royal britannique accaparaient l'opinion. Le triple drame retint donc moins l'attention qu'il ne l'eût mérité, et les comptes rendus qui lui furent consacrés se caractérisèrent par leur brièveté et leur concision. Ils se bornèrent à reproduire objectivement les communiqués de la police et s'abstinrent, en général, de grossir les événements. Ces communiqués représentaient les seuls éléments de l'affaire dont l'étudiant en médecine, Richard Brackmont, eut connaissance. Il ignorait notamment un petit fait qui sembla à l'époque tellement insignifiant que ni le commissaire ni aucun des témoins oculaires ne jugea bon de le signaler aux journalistes. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'on s'en souvint, après l'aventure de l'étudiant, lorsque, en effet, les agents détachèrent le corps du sergent Charles-Marie Chaumier de la Croisée, une volumineuse araignée noire surgit en rampant de la bouche ouverte du cadavre. Le domestique de la maison l'écarta d'une chiquenaude en s'écriant avec dégoût « Au diable! Encore une de ces immondes bêtes !» Au cours de l'enquête ultérieure, celle qui concerna Brackmont, il déclara ouvertement qu'au moment de l'enlèvement du corps du voyageur de commerce, il s'aperçut, courant sur l'épaule de ce dernier, une araignée en tout point semblable. Mais tout ceci, Richard Brackmont l'ignorait. Il occupa la chambre 2 semaines seulement après le dernier suicide, un dimanche. Ce qu'il y vécut, il l'a noté consciencieusement dans son journal. Die Spinne, Hans-Heinz Evers. Journal de l'étudiant en médecine Richard Brackmont. Lundi, 28 février. Je suis installé ici depuis hier soir. Après avoir déballé mes 2 malles, j'ai pris quelques dispositions pratiques et me suis couché. J'ai merveilleusement dormi. 9 heures sonnaient au moment précis où des coups frappés à la porte me réveillèrent. L'hôtesse parut en personne, portant mon petit déjeuner. Elle doit être bien préoccupée à mon sujet, à en juger aux œufs, au jambon et à l'odorant café qu'elle disposa devant moi. Après m'être débarbouillé et vêtu, j'ai, tout en fumant ma pipe, observé la façon dont le domestique nettoyait la chambre. Me voici donc ici. Je sais pertinemment que l'affaire est dangereuse. Je sais aussi que je suis de taille, si l'entreprise me réussit, à l'élucider. Et je peux bien mettre en jeu ma misérable vie, s'il est vrai que jadis Paris valait bien une messe. Sans doute ne s'en tire-t-on plus aussi facilement aujourd'hui. Une possibilité s'offre à moi et j'entends bien l'exploiter. D'ailleurs, d'autres avaient été aussi malins que moi en bâtissant le même projet. Non moins de 27 personnes se sont efforcées d'obtenir la chambre en intervenant soit auprès de la police, soit chez l'aubergiste elle-même, et parmi elles, 3 dames, des concurrents. Il y en avait donc en suffisance, de pauvres diables comme moi, probablement. C'est pourtant moi qui ai obtenu la place. Pourquoi donc? Ah, je fus probablement le seul à émoustiller la perspicace police par réflexion, une jolie réflexion d'ailleurs. Bien entendu, ce n'était que de la poudre aux yeux. Ce rapport est également destiné à la police. Cela m'amuse de déclarer ainsi, d'entrée de jeu à ces messieurs, que je leur ai monté un joli bateau. Si le commissaire est logique, il se dira « C'est justement pour cette raison que Brackmont me paraît tout indiqué. D'ailleurs, je ne me soucie nullement de ce qu'il dira plus tard. Je suis ici maintenant, et je considère comme un présage heureux le fait que mon activité ait commencé par une mystification aussi réussie. » Je m'étais adressé d'abord à madame Dubonnet, qui me renvoya à la permanence de la police.
J'ai rôdé là durant toute une semaine d'attente, et à chaque fois, on prenait ma requête en considération pour me signifier que j'avais à revenir le lendemain. La plupart de mes rivaux avaient déposé les armes depuis longtemps. N'avait-il d'ailleurs pas mieux à faire que de piétiner des heures durant dans cette salle d'attente au relent de moisissure? Déjà, mon opiniâtreté crispait le commissaire. En fin de compte, il me dit à brûle-pourpoint que cela ne valait pas la peine d'assister, qu'il me savait gré, ainsi qu'aux autres, de notre bonne volonté, mais qu'il n'était pas question pour les forces de l'ordre de faire appel à des profanes qui embrouilleraient tout, que si je ne pouvais faire état d'un plan circonstancié. Je lui répondis alors que je disposais de pareils plans. C'était évidemment complètement faux, et j'aurais été bien en peine de lui en dire quoi que ce fût. Mais je poursuivis en affirmant que je ne lui communiquerais ce plan, excellent quoique dangereux, car sa mise en place pourrait entraîner le même épilogue que dans le cas du sergent, qu'à la condition qu'il se déclarât prêt, sur son honneur, à l'exécuter lui-même. Il me remercia en ajoutant que le temps lui faisait défaut pour s'occuper d'une entreprise semblable. Je constatai, cependant, que je reprenais l'avantage lorsqu'il me demanda si je ne pouvais pas lui donner au moins quelque indice. Et je lui en donnai. Je lui racontai une histoire invraisemblable dont je n'avais pas la moindre idée moi-même un instant plus tôt. Je ne sais d'où me vint brusquement cette pensée étrange. Je lui dis que, parmi toutes les heures de la semaine, il en est une qui exerce une influence mystérieuse, l'heure où le Christ disparut de son tombeau pour retourner aux enfers. En fait, donc, la 6e heure vespérale de la semaine juive. Il fut prié de se souvenir que c'est justement à cette heure-là, le vendredi, entre 5 et 6, que les 3 suicides eurent lieu. Je ne pouvais en dire davantage pour le moment, mais je lui suggérais de se référer à l'Apocalypse de saint Jean. Le commissaire fit mine d'y comprendre quelque chose, remercia et me reconvoqua dans la soirée. Je pénétrai dans son bureau, à l'heure dite, devant lui. Sur la table, je remarquai le Nouveau Testament. J'avais, dans l'intervalle, fait les mêmes investigations que lui, en parcourant l'Apocalypse. Je n'y avais rien compris. Peut-être le commissaire était-il plus avisé que moi. Toujours est-il qu'il déclara courtoisement qu'il croyait pouvoir comprendre mon cheminement de pensée, malgré mes indications moins que précises. Il était prêt à faire droit à mes souhaits et à les rencontrer en tout point. Je dois reconnaître que son concours me fut, en fait, des plus précieux. Il convint avec l'aubergiste que durant mon séjour à l'hôtel, tout serait mis gratuitement à ma disposition. Il me confia un excellent revolver et un sifflet de police. Les agents de service ont reçu ordre de croiser aussi souvent que possible dans la rue Stevens et de monter au moindre de mes appels. Le fait le plus marquant est cependant qu'il ait fait installer dans ma chambre un téléphone qui me permet d'être en communication immédiate avec la permanence. Comme celle-ci n'est pas à plus de 4 minutes, une aide éventuelle peut me parvenir très rapidement. Devant un tel luxe de précaution, je ne vois pas bien de quoi j'aurais peur. Mardi, 1er mars. Rien ne s'est produit, ni hier ni aujourd'hui. Madame Dubonnet a prélevé un nouveau cordon de rideau dans une autre chambre. Celles qui sont inoccupées sont suffisamment nombreuses. Elle tire prétexte de toute occasion pour me rendre visite. À chaque fois, elle m'apporte quelque chose. Je me suis une nouvelle fois laissé raconter les événements dans tous leurs détails, sans apprendre rien de nouveau. Son opinion est toutefois faite en ce qui concerne les causes des décès. Pour elle, la mort de l'artiste est à imputer à un amour contrarié. En effet, l'an dernier, une jeune dame vint souvent le voir, mais cette année, elle ne parut pas. Elle ignorait sans doute ce qui avait poussé son hôte suisse à son geste fatal. On ne pouvait pas tout savoir, mais elle était persuadée que le sergent ne s'était suicidé que pour la faire enrager. Je dois dire que ces explications de la dame du bonnet me parurent un peu courtes. Mais je l'ai tranquillement laissé jaser. Après tout,
Elle rompt la monotonie de mes journées. Jeudi 3 mars. Toujours rien. Le commissaire sonne quelques fois par jour et je ne puis que lui dire que je me porte parfaitement bien. Cette information ne le satisfait visiblement pas tout à fait. J'ai sorti mes bouquins de médecine et j'étudie. Ainsi, mon emprisonnement volontaire a-t-il au moins une raison d'être. Vendredi 4 mars, 14 heures. J'ai très bien déjeuné, sans compter que l'hôtesse m'a apporté une demi-bouteille de champagne. Un véritable festin de condamné. Elle me considère déjà comme mort aux trois quarts. Avant de s'en aller, elle m'a supplié en pleurant de l'accompagner. Elle craignait sans doute que je ne me pende également, rien que pour l'agacer. J'ai examiné attentivement le nouveau cordon de rideau. C'est donc à cela que je devrais me pendre tout à l'heure. Cela ne me tente guère, d'autant moins que le cordon est rugueux, et il est dur, et glisse difficilement dans son nœud coulant. Il faudrait déjà faire preuve de beaucoup de bonne volonté pour suivre l'exemple des autres. Maintenant, je suis assis à ma table, à gauche, le téléphone, à droite, le revolver. Pas la moindre crainte, mais une curiosité de ce qui va suivre. 6 heures du soir. Rien ne s'est passé. Pour un peu, j'aurais écrit « dommage ». L'heure fatale vint, et les minutes s'égrenèrent comme toutes les autres. Je ne puis certes nier avoir éprouvé à certains moments la tentation de me diriger vers la fenêtre, mais pour d'autres raisons. Entre 5 et 6, le commissaire a bien téléphoné 10 fois, manifestant une impatience identique à la mienne. Madame Dubonnet, par contre, est heureuse. Quelqu'un a vécu toute une semaine dans la chambre 7 sans finalement se pendre. C'est fantastique. Lundi 7 mars. Je suis à présent persuadé que je ne découvrirai rien, et je ne suis pas loin de croire que les suicides de mes devanciers sont imputables à un singulier hasard. Persuadé qu'on en trouve finalement les causes exactes, j'ai prié le commissaire d'entreprendre une fois encore des recherches approfondies sur ces 3 cas. En ce qui me concerne, je resterai ici aussi longtemps que possible. De ma tour d'ivoire, je ne ferai sans doute pas la conquête de Paris, mais j'y vis gratuitement en y gagnant un embonpoint confortable. Mercredi 9 mars. J'ai donc fait un pas en avant. Clarimonde. Ah oui, je n'ai encore rien dit de Clarimonde. C'est bien elle, ma troisième raison de demeurer dans cette maison. C'est aussi à cause d'elle que je me sens poussé à m'approcher de la fenêtre à l'heure fatidique, mais certes pas pour m'y pendre. Clarimonde, pourquoi l'appeler ainsi? Je n'ai aucune idée de son identité, mais il me semble qu'il faut que je la nomme ainsi, et je parierais que c'est bien son vrai nom. J'ai remarqué la présence de Clarimonde dès les premiers jours. Elle habite de l'autre côté de l'étroite ruelle, et sa fenêtre se trouve juste en face de la mienne. Elle est assise là, derrière les rideaux. Je dois d'ailleurs constater qu'elle m'a observé plus tôt que je ne l'ai fait moi-même, et que, manifestement, elle m'a témoigné sa sympathie. Rien d'étonnant à cet égard. Toute la rue sait que j'habite ici, et pourquoi? Madame Dubonnet a fait la publicité nécessaire. Je n'ai rien d'une nature amoureuse, et mes relations avec le sexe opposé ont toujours été assez sommaires. Quand on arrive de Verdun à Paris pour faire sa médecine, en ayant juste assez d'argent pour manger à sa faim tous les 3 jours, on pense à tout autre chose qu'à l'amour. Mes expériences sont donc modestes, et je me suis peut-être sottement engagé dans cette affaire. Mais quoi? Telle qu'elle, elle me plaît. Au début, il ne me vint pas à l'esprit d'entrer en relation avec mon étrange voisine. J'ai d'abord considéré que j'étais ici pour observer, et que pour le reste, et avec la meilleure volonté du monde, je n'avais rien à entreprendre. C'est justement cette attitude expectante qui me permettait, dans mon esprit, d'observer le plus efficacement la personne d'en face. Peut-être, en effet, rester penché sur ses livres toute la journée,
J'ai donc constaté que Clarimonde occupe apparemment seule le petit appartement aux 3 fenêtres. Elle n'est cependant assise qu'à la fenêtre qui fait face à la mienne. Elle y demeure tout en filant à une petite quenouille démodée. J'ai vu un jour une quenouille de ce genre chez ma grand-mère, qui ne l'utilisait jamais d'ailleurs et qui l'avait héritée de quelque grande-tante. J'ignorais complètement qu'on se servait encore de cet objet aujourd'hui. La quenouille de Clarimonde est d'ailleurs un petit objet précieux, blanc et probablement en ivoire. Elle doit ourdir des trames minuscules. Toute la journée, elle se tient derrière les rideaux et travaille sans désemparer. Vienne l'obscurité et elle s'arrête. Le soir tombe vite dans la petite rue, en ces journées brumeuses. À 5 heures, c'est le crépuscule. Je n'ai jamais aperçu de lumière dans sa chambre. Son aspect général, je n'en ai pas une idée précise. Elle porte en ondulation ses longs cheveux d'ébène et semble assez blafarde. Le nez est petit et étroit, et les ailes en sont très mobiles. Les lèvres aussi sont pâles, et il me semble que ses petites dents sont aiguisées comme celles de bêtes de proie. Les paupières masquent largement le regard, mais lorsqu'elle les relève, les grands yeux sombres étincellent. Pourtant, je pressens tout ceci beaucoup plus que je n'en ai conscience. Il est malaisé d'obtenir une perception nette au travers des rideaux. Encore quelque chose. Elle porte constamment une robe noire fermée en haut et parsemée de mouchetures lilas. Avec cela, de longs gants noirs, sans doute pour ne pas s'abîmer les mains au travail. Il est étrange de voir comme les fins doigts noirs saisissent et tirent rapidement les fils, apparemment à tort et à travers, faisant songer à quelques grouillements de pattes d'insectes. Nos relations réciproques? Eh bien, elles sont très superficielles et pourtant, il m'apparaît parfois qu'elles plongent beaucoup plus profond. Cela a commencé lorsqu'elle jeta un regard en direction de ma fenêtre, tandis que j'en faisais autant en direction de la sienne. Elle m'observait, et je l'observais. Et il faut croire que j'ai dû lui plaire, car un jour que je la regardais à nouveau, elle me sourit, et moi, de sourire en retour. Ce petit jeu se poursuivit quelques jours. Nous nous sourions toujours plus fréquemment. Ensuite, je me suis promis, presque d'heure en heure, de la saluer. Je ne sais pas au juste ce qui m'a toujours retenu de le faire. Finalement, cet après-midi, je m'y suis décidé, et Clarimonde m'a rendu mon salut. Oh, très doucement, mais j'ai bien vu qu'elle avait incliné la tête. Jeudi 10 mars. Hier, je suis resté longtemps penché sur mes livres. Je ne peux pas dire précisément que j'ai beaucoup étudié. J'ai bâti des châteaux en Espagne et j'ai rêvé de Clarimonde. J'ai eu un sommeil agité, jusque tard dans la matinée. Quand je m'approchai de la fenêtre, Clarimonde y était déjà. Je la saluai, et elle me répondit. Elle souriait et me contempla longuement. Je désirais travailler, mais ne trouvais pas la sérénité. Je m'assis à la fenêtre et la regardai fixement. Je vis à ce moment qu'elle aussi se croisait les bras. Je refermai le rideau blanc en saisissant le cordon et presque au même moment, elle agit de même. Nous rîmes tous deux et nous nous contemplâmes mutuellement. Il me semble que nous sommes demeurés 1 heure dans cette position. Puis, elle se remit à filer. Samedi 12 mars. Les jours s'écoulent ainsi. Je mange et je bois. Je m'installe à ma table de travail. J'allume ensuite ma pipe et me penche sur un livre. Je n'en lis cependant pas une seule syllabe. J'essaie constamment, mais je sais d'avance que c'est peine perdue. Je me dirige ensuite vers la croisée. Je salue, et Clarimonde me remercie. Nous sourions, et nous nous regardons durant des heures.
Hier après-midi, vers la 6e heure, j'ai été pris d'une certaine agitation. Le crépuscule est tombé très tôt, et je ressentis une certaine peur. J'étais devant ma table de travail et j'attendais. J'éprouvais un besoin presque irrépressible de me diriger vers la fenêtre, non pas, bien sûr, pour m'y pendre, mais pour contempler Clarimonde. Je bondis sur mes pieds et pris place derrière le rideau. Jamais, me semble-t-il, je ne la distinguais si nettement bien qu'il fit déjà presque nuit. Elle filait, mais ses yeux me rejoignaient. Je ressentis un étrange bien-être joint à une légère anxiété. Le téléphone retentit. J'éprouvais une vive irritation à l'égard de ce commissaire niais dont les ineptes questions me tiraient de mes rêveries. Ce matin, il m'a rendu visite avec Madame Dubonnet. Elle est assez satisfaite de ses soins, car c'est pour elle une source de contentement total de constater que j'occupe déjà depuis 2 semaines la chambre numéro 7 et que je suis encore en vie. Mais le commissaire, lui, souhaite en outre avancer dans son enquête. J'ai fait, dans une affaire hautement étrange, des allusions selon lesquelles je serais sur une piste, et l'imbécile m'a cru sur parole. De toute manière, je puis encore demeurer ici durant des semaines, et c'est mon unique désir. Non pas en raison de la cuisine et de la cave de Madame Dubonnet, qu'on devient vite indifférent à tout cela lorsqu'on est perpétuellement rassasié, mais à cause de sa fenêtre que Madame Dubonnet hait et craint et qui me tient tant à cœur, cette fenêtre qui me montre Clarimonde. Dès que ma lampe est allumée, je ne la vois plus. Je me suis écarquillé les yeux pour me rendre compte si elle sort de chez elle, mais je ne l'ai jamais vue mettre un pied dans la rue. Je dispose d'un grand fauteuil confortable, et le rayon de ma lampe surmonté d'un abat-jour vert m'enveloppe d'une quiète chaleur. Le commissaire m'a apporté un grand paquet de tabac, le meilleur que j'aie jamais fumé, et malgré cela, je ne sais pas me mettre au travail. Je lis 2 ou 3 pages, et lorsque j'arrive au bout, je me rends compte que je n'ai pas compris un mot. L'œil seul enregistre les caractères, tandis que le cerveau refuse tout service. Étrange. Comme s'il portait un panneau avec l'inscription « Entrée interdite », comme s'il ne tolérait plus d'autres pensées que celle unique de Clarimonde. Finalement, j'écarte les livres, je me cale dans mon fauteuil et je rêve. Dimanche 13 mars. Ce matin, j'ai assisté à une petite scène. Je me promenais de long en large dans le corridor pendant que le domestique rangeait la chambre. Devant la petite fenêtre de la cour pend une toile d'araignée, au centre de laquelle trône une grosse arachnide cruciforme. Madame Dubonnet n'entend pas qu'on s'en débarrasse. Après tout, les araignées portent bonheur, et n'a-t-elle pas eu assez de déboires dans sa maison? Et voici qu'une autre araignée, beaucoup plus menue, se mit à tourner autour de la toile. Un mâle. Prudemment, il effleura le fil fragile du milieu, mais dès que la femelle faisait mine de bouger, il se retirait au plus vite, s'en prenait à un autre côté et essayait à nouveau de se rapprocher. Enfin, la femelle sembla répondre à ses avances, car elle ne fit plus aucun mouvement. Le mâle tira sur un fil, légèrement d'abord, puis plus franchement, de sorte que toute la toile se mit à vibrer, mais celle qu'il sollicitait se tint coite. Alors, il se rapprocha rapidement, mais avec une prudence extrême. La femelle l'accueillit tranquillement et consentit calmement et tout abandonnée à ses tendres transports. Immobiles, ils demeurèrent tous deux de longues minutes figés au centre de la grande toile. Je vis alors le mâle se détacher lentement, une patte après l'autre. On avait l'impression qu'il voulait se retirer en silence et laisser sa compagne seule dans son rêve d'amour. Brusquement, il lâcha prise complètement et s'éloigna de la toile aussi vite qu'il put. Au même instant, cependant,
une vie sauvage s'empara de la femelle qui rapidement entama la poursuite. Le petit mâle, débile, se laissa glisser le long d'un fil, tandis que la bien-aimée faisait la même acrobatie. Tous deux tombèrent sur le châssis de la fenêtre. Faisant appel à toutes ses énergies, le mâle chercha à s'échapper. Trop tard. Déjà, sa compagne de tout à l'heure le saisissait brutalement et le reportait en plein milieu de la toile. Et cette place qui servit il y a quelques instants à peine de théâtre à de voluptueuses amours offrit maintenant un spectacle bien différent. En vain, l'amoureux se démena-t-il en agitant en tous sens ses petites pattes, essayant de se dégager de cet embrassement fou. La bien-aimée ne le lâcha pas. En quelques minutes, elle l'embobina au point qu'il ne pouvait plus remuer un membre. Alors, plongeant ses fortes tenailles dans le corps de son amant de tout à l'heure, elle en aspira le sang à longs traits. Je la vis encore détacher et rejeter avec mépris hors du nid le malheureux petit âme méconnaissable, pattes, peau et fil. Voilà donc comment ces animaux conçoivent l'amour. Eh bien, je me félicite de ne pas être un enfant araignée. Lundi, 14 mars. Mes livres ne reçoivent plus un regard. Je passe toutes mes journées à la fenêtre et quand tombe le soir, je demeure à la même place. Elle n'est plus là, mais en fermant les yeux, je la vois quand même. Étrange, ce journal est devenu tout autre chose que je ne me l'imaginais. Il évoque Madame Dubonnet et le commissaire, les araignées et Clarimonde, mais pas une syllabe touchant les découvertes que je me promettais de faire. Est-ce ma faute? Mardi, 15 mars. Nous avons imaginé un jeu singulier, Clarimonde et moi, et il nous occupe toute la journée. Je la salue, et elle me répond aussitôt. Ensuite, ma main tambourine contre la vitre, et sitôt s'en aperçoit-elle que sa main tambourine en retour. J'incline la tête, elle aussi. Mes lèvres remuent comme si j'allais lui parler, et elle m'imite. Puis, je balaye mes cheveux de la tempe, et voici que sa main effleure son front. Un véritable jeu d'enfant dont nous en rions tous les deux. Ou plutôt, elle ne rit pas précisément. C'est plutôt un sourire, doux et docile qui glisse sur ses lèvres, exactement comme j'ai l'impression de sourire moi-même. Tout ceci n'est d'ailleurs pas aussi vain qu'il y paraît. Il ne s'agit pas d'une simple imitation, car je crois que nous en éprouverions vite un malaise. Une certaine transmission de pensée doit sans doute jouer un rôle dans ce phénomène. Clarimonde, en effet, suit mes mouvements en une fraction de seconde. À peine les perçoit-elle que déjà elle les reproduit, au point que parfois nos gestes respectifs paraissent simultanés. Je m'échauffe à imaginer constamment un nouveau geste inattendu, et il est stupéfiant de constater comment elle l'imite au même instant. Quelquefois, j'essaie de l'égarer en exécutant vite et successivement une série de mouvements différents, puis en les répétant et encore et encore. Finalement, je reprends la même série une 4e fois, en modifiant toutefois l'ordre de succession des gestes, ou bien j'en exécute un autrement, ou j'en passe un peu comme des enfants qui joueraient à pigeon-vol. C'est extraordinaire, mais Clarimonde ne fait jamais un mouvement à contretemps, bien que je mélange les miens à un tel rythme qu'elle dispose à peine du temps matériel pour les reconnaître. Ainsi s'écoule ma journée. À aucun moment, toutefois, ne m'étreint l'impression que je gaspille mon temps. Bien au contraire, il me semble que je n'ai jamais rien fait de plus fondamental. Mercredi, 16 mars. N'est-il pas insolite qu'il ne me vienne jamais sérieusement à l'esprit de situer mes relations avec Clarimonde sur des bases un tant soit peu raisonnables que ces amusements qui se prolongent des heures durant? J'y songeais la nuit dernière. Il me suffirait de prendre mon manteau, mon chapeau, et de descendre 2 volets d'escalier. 5 pas pour traverser la rue, puis à nouveau 2 volets d'escalier. À la porte,
est épinglée une petite carte portant le nom de Clarimonde. Clarimonde comment? Je ne sais, mais Clarimonde s'y trouve. Alors, je frapperais à la porte et ensuite, jusqu'à présent, je peux tout me représenter par le menu. Je vois les plus petits mouvements que je ferai. Mais quant à la suite, je ne puis m'en faire une idée. La porte s'ouvrira, ceci, je le perçois encore. Mais je demeure devant elle et considère l'intérieur dans une obscurité qui ne permet pas de reconnaître le moindre chose. Elle ne vient pas. Rien ne vient. Et il n'y a absolument rien là, si ce n'est cette obscurité noire, impénétrable. Il me semble parfois qu'il n'existe pas d'autre Clarimonde que celle que j'aperçois là, à sa fenêtre, et qui joue avec moi. Je ne puis me représenter l'aspect que revêtirait cette femme coiffée d'un chapeau, ou vêtue d'une autre robe que sa robe noire, mouchetée de grandes taches couleur lilas. Je ne puis déjà pas me la figurer sans ses gants. Si je devais la rencontrer en rue ou occupée à manger, à boire et à plaisanter dans un restaurant, non, 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 je dois franchement rire, tellement cette image me semble irréelle. Je me demande si je l'aime. À proprement parler, il m'est impossible de répondre à cette question puisque je n'ai encore jamais aimé. Si pourtant le sentiment que j'éprouve pour Clarimonde est réellement de l'amour, il est alors bien différent de celui que j'ai observé chez mes compagnons ou tel qu'on le décrit dans les romans. Il m'est très difficile d'analyser objectivement mes sensations, et il m'est d'ailleurs tout à fait malaisé de fixer mon attention sur quelque chose qui ne concerne pas Clarimonde ou plutôt notre jeu. On ne peut en effet le nier. C'est en fait ce jeu qui m'envahit, et rien d'autre. C'est ce phénomène-là que je comprends le moins. Clarimonde. Oui, elle m'attire. Mais dans cette attirance même se cache un autre sentiment, comme si j'avais peur. Pas exactement de la peur, mais plutôt une timidité, une légère crainte à l'égard de quelque chose que j'ignore. Cette crainte revêt justement des aspects à la fois singulièrement envoûtants et étrangement voluptueux qui, tour à tour, me tiennent à distance et m'attirent. C'est comme si je courais en cercle autour d'elle, tantôt me rapprochant quelque peu, tantôt me retirant, courant plus loin, gagnant un autre endroit et revenant rapidement sur mes pas, jusqu'au moment où il me faudra quand même, j'en ai la certitude, aller finalement jusqu'à elle. Clarimonde est assise à la fenêtre et file. Ses fils sont longs, fins, diaphanement fins. On en construit une trame dont je ne sais ce qu'il adviendra. Je ne puis comprendre comment elle peut élaborer ce réseau sans constamment mêler et rompre les fils. Des modèles bizarres surgissent dans son minutieux travail, animaux fabuleux et caricatures étranges. Mais qu'ai-je à écrire cela? En fait, je ne puis absolument pas discerner ce qu'elle file, car son tissu est bien trop ténu. Pourtant, je sens que son œuvre est bien telle que je l'aperçois en fermant les yeux. Elle est exactement telle, une grande toile grouillante de créatures, d'animaux fantastiques et de singulières figures grimaçantes. Jeudi 17 mars. Je me trouve dans un état d'étrange exaltation. Je ne dis plus un mot à personne. C'est à peine si je souhaite encore le bonjour à madame Dubonnet et aux domestiques. Je prends juste le temps de me nourrir. Et encore, mon seul plaisir
est de m'asseoir à la fenêtre et de jouer en sa compagnie. C'est un passe-temps exaltant. Oui, vraiment. J'ai comme le sentiment qu'il se passera quelque chose demain. Vendredi 18 mars. Oui, il doit se passer quelque chose aujourd'hui. Je me dis à moi-même, en parlant haut pour entendre ma voix, que c'est pour cela que je me trouve ici. Mais le plus terrible, c'est que j'ai peur. Et à cette peur qu'il pourrait m'arriver quelque chose de semblable à ce qu'ont vécu mes prédécesseurs, se mêle étrangement l'autre peur, celle de Clarimonde. C'est à grand-peine que je peux la contenir. La terreur est en moi, et je me retiens de crier. 18 heures. Vite, quelques mots, le chapeau sur la tête et un manteau. À 5 heures, mes forces s'en allaient. Je suis sûr maintenant que cette situation doit avoir un lien avec cette 6e heure de l'avant-dernier jour de la semaine. Je ne ris plus maintenant du tour que j'ai joué au commissaire. Assis dans mon fauteuil, je m'y cramponnais violemment. Mais je me sentais attiré, comme aspiré par la fenêtre. Il me fallait jouer avec Clarimonde et ressentir ensuite cette affreuse vague de terreur devant la fenêtre. Je les voyais, suspendus là, le voyageur suisse énorme, le cou enflé, les joues envahies par une forte barbe grise, et près de lui, l'artiste élancé et, quelque peu en dessous, le vigoureux Sergent. Je les apercevais tous les trois, accrochés au même crampon, la bouche béante et la langue pendante, apparaissant tantôt successivement, tantôt simultanément. Puis je me voyais moi-même au milieu d'eux. Oh, cette angoisse! Je sentais bien qu'elle me possédait aussi bien quand je me trouvais devant la croisée et l'affreux crampon là-haut que face à Clarimonde. Qu'elle me pardonne, mais c'est ainsi. Dans ma honteuse crainte, son image se profilait constamment en filigrane parmi les trois qui se balançaient là et dont les jambes traînaient bas sur le plancher. C'est pourtant exact. À aucun moment, je n'éprouvais en moi un désir, une nostalgie de me pendre. Je n'avais d'ailleurs aucune crainte de me laisser aller à ce geste. Non, c'est la fenêtre seule que je craignais. Et Clarimonde, quelque chose de terrifiant, d'inconnu, qui devrait se produire maintenant. J'éprouvais le désir passionné et irrépressible de me lever et de me diriger quand même vers la croisée. Et je devais le faire. À ce moment, retentit le téléphone. Je saisis l'écouteur, et avant même d'écouter une seule parole, je criai moi-même « Venez, accourez tout de suite !» On eût dit que le hurlement de ma voix stridente avait fait s'engloutir dans le sol tous les voiles de mon esprit à l'instant même. Je m'apaisai aussitôt. J'essuyai la sueur qui perlait à mon front et bus un verre d'eau, puis je réfléchis à ce que je raconterais au commissaire lorsqu'il entrerait. Finalement, je me dirigeai vers la fenêtre, saluai et souris. Clarimonde me rendit ce salut et aussi ce sourire. Le commissaire arriva 5 minutes plus tard. Je lui expliquai que l'affaire commençait à livrer ses secrets, qu'aujourd'hui encore, il devrait m'épargner ces questions, mais je serais certainement à même de lui faire prochainement d'étranges révélations. Étranges. Au moment où je le mystifiais ainsi, j'avais l'intime conviction de lui dire la vérité. Et je ressens encore les choses ainsi maintenant, à l'encontre de ma conscience la plus profonde. Sans doute, le commissaire remarqua-t-il mon singulier état d'esprit, surtout
lorsque je tentais de m'excuser de mon cri angoissé au téléphone et de l'expliquer d'une façon naturelle, sans parvenir toutefois à inventer une explication sensée. Très courtoisement, il me déclara que je n'avais pas de soucis à me faire à son sujet et qu'il se trouvait en permanence à ma disposition, car tel était son devoir. Il jugeait préférable de venir une douzaine de fois pour rien, plutôt que de se faire attendre à un moment où sa présence serait nécessaire. Il m'invita ensuite à sortir le soir même avec lui pour me changer les idées. Cela ne me valait rien, disait-il, de demeurer constamment seul. J'acquiesçais, bien que ce me fût pénible. Je répugne à m'éloigner de cette chambre. Samedi 19 mars. Nous sommes baladés à la Gaîté Rochechouart, à la Cigale et à la Lune rousse. Le commissaire avait raison. Cela m'a fait du bien de m'évader quelques heures de cette atmosphère et de respirer un autre air. Au début, j'ai éprouvé un sentiment assez pénible, comme si je commettais une injustice, à la façon d'un déserteur qui tournerait le dos à l'étendard. Cette impression s'est graduellement estompée. Nous bûmes copieusement, en riant et en devisant. Ce matin, lorsque je m'approchais de la fenêtre, je crus lire dans le regard de Clarimonde comme un reproche. Peut-être est-ce pure imagination de ma part. D'où saurait-elle donc que j'ai passé la nuit dehors? D'ailleurs, ce fut l'affaire d'un instant fugitif. Bientôt, son sourire réapparut. Notre jeu s'est poursuivi toute la journée. Dimanche 20 mars. Je ne puis que noter à nouveau, nous avons joué toute la journée. Lundi 21 mars. Nous avons joué toute la journée. Mardi 22 mars. Oui, nous avons encore joué aujourd'hui. Joué et rien fait d'autre. Parfois, je m'interroge. Pourquoi tout ceci? Pourquoi? Où cela doit-il mener? Mais jamais je ne m'accorde une réponse. Car il est certain que je ne désire rien d'autre que cela. Et c'est à cela que j'aspire, qu'importe ce qui pourrait arriver. Nous avons échangé des paroles en ces jours, des paroles muettes, bien entendu. Tantôt, nos lèvres remuaient, tantôt, nous nous contemplions seulement. Pourtant, nous nous sommes parfaitement compris. J'avais vu juste. Clarimonde m'a fait des reproches, touchant mon escapade du vendredi dernier. Je lui ai alors demandé pardon et j'ai reconnu que j'avais commis une sottise et que je m'étais rendu odieux. Elle m'a pardonné et je lui ai promis de ne plus jamais m'éloigner de cette fenêtre. Nous nous sommes embrassés en pressant longuement nos lèvres contre la vitre. Mercredi 23 mars. Je sais maintenant que je l'aime. Cela doit être ainsi. Elle me compénètre jusqu'à la moelle. Il se peut que l'amour d'autres personnes soit différent. Existe-t-il cependant une tête, une oreille même, une main qui soit identique à une autre tête, une autre oreille, une autre main, choisie parmi un milliard d'échantillons? Toutes sont différentes. Un amour peut-il dès lors être semblable en tout point à un autre amour? Mon amour à moi est très spécifique, j'en ai conscience. En est-il moins beau pour autant? Encore un peu, et cet amour me rendrait heureux, s'il n'y avait pas l'angoisse. Parfois, elle s'assoupit, et en ces instants je l'oublie. Mais cette trêve ne dure que quelques minutes. Ensuite, elle reprend vie et ne me lâche plus. Je la comparerais à une misérable petite souris se défendant contre un magnifique grand serpent, cherchant à se dégager de ses puissants enlacements. Patience donc. Oh,
Sotte petite angoisse. Bientôt, ce grand amour te dévorera. Jeudi 24 mars. J'ai fait une découverte. Je ne joue pas avec Clarimonde. C'est elle qui joue avec moi. Hier soir, je songeais comme d'habitude à notre jeu. J'ai noté 5 nouvelles séries très compliquées avec lesquelles je me promettais de la surprendre le lendemain. À chaque mouvement, j'avais affecté un numéro d'ordre. Je m'exerçais à les exécuter pour pouvoir être à même de les reproduire aussi vite que possible dans l'ordre normal et inversé. Ensuite seulement, les chiffres pairs, puis les chiffres impairs, ou les premiers et les derniers mouvements des 5 séries. Cette gymnastique intellectuelle était fort absorbante, mais elle me donna beaucoup de joie. Ne me rapprochait-elle pas de Clarimonde, même si je ne l'apercevais pas? Je me suis ainsi exercé durant des heures, et en fin de compte, tout fonctionnait comme sur des roulettes. Ce matin donc, je m'approchai de la fenêtre. Nous nous dîmes bonjour, et le jeu débuta. En avant, en arrière, c'était incroyable avec quelle vivacité elle me comprenait et répétait à l'instant même tout ce que je faisais. À ce moment, on frappa à la porte. Le domestique m'apportait mes bottes. Je les lui pris des mains, et, tandis que je retournais à la fenêtre, mes yeux tombèrent sur la feuille sur laquelle j'avais inscrit mes séries. Et je constatai que je n'avais pas exécuté, il y a quelques instants, un seul des mouvements inscrits sur la feuille. J'en eus presque le vertige. Je m'agrippai au dossier du fauteuil et m'y laissai choir. Je n'en croyais pas mes yeux et relus le billet à plusieurs reprises. Pourtant, il en était bien ainsi. Je venais d'exécuter à la fenêtre une série de mouvements, mais aucun des miens. Et de nouveau, le sentiment m'envahit que j'entrevoyais une porte qui s'entrebâillait de plus en plus largement. Sa porte. Je demeurai figé, et ne perçois rien d'autre qu'une obscurité vide. Alors, j'eus la certitude que si je sortais maintenant, je serais sauvé. Et il m'apparut bien que je pourrais sortir. Pourtant, je n'en fis rien. Et cela parce que j'avais l'impression très nette qu'il me fallait tenir fermement comme à deux mains mon secret, ce secret qui me permettrait de conquérir Paris. Un instant, mais un instant seulement, Paris fut plus fort que Clarimonde. Maintenant, c'est à peine si j'y songe encore. Ne demeure plus que mon cœur et mon amour, et une angoisse tranquille, teintée de plaisir. Mais à ce moment où je songeais à Paris, cela me donna de la force. Je relus encore une fois ma première série et m'incrustai chaque mouvement dans le cerveau. Ensuite, je retournai à la fenêtre. J'analysais avec vigilance tout ce que je faisais. Pas un geste ne correspondait à ceux que je voulais poser. Je décidai alors de toucher mon nez du bout de l'index, mais j'embrassai la vitre. Je voulus tambouriner sur la tablette de la fenêtre, mais ma main courut dans mes cheveux. C'était donc clair. Ce n'était pas Clarimonde qui imitait mes gestes. C'était bien davantage moi-même qui suivais ses injonctions, et à une vitesse telle, comme l'éclair, à la seconde même, que même maintenant je me leurrais encore parfois en pensant que c'était moi qui imposais ma volonté. C'est donc moi, si fier à l'idée de pouvoir influencer ses pensées, qui suis si pleinement envoûté. Cependant, si douce, si tendre est cette emprise, que je ne connaissais rien d'aussi bienfaisant. Je me suis livré encore à d'autres essais. Je me suis enfoui les mains dans les poches avec la ferme intention de ne pas les en retirer. Puis, je la contemplais,
Je la vis lever sa main, sourire et me menacer doucement de l'index. Je ne bougeai pas. Je sentis que ma main droite tendait à sortir de ma poche, mais j'incrustai mes doigts dans la doublure de toutes mes forces. Lentement alors, après plusieurs minutes, les doigts se relâchaient, la main sortait et le bras se levait. À mon tour, je menaçais de l'index et je souriais. On eût dit que ce n'était pas moi, mais un étranger qui agissait ainsi, tandis que je la regardais agir. Non, ce n'est pas cela. C'est moi qui agissais. Et un étranger me regardait agir. Justement, l'étranger qui était si sûr de lui et qui désirait faire la grande, l'inédite découverte. Mais cet étranger, ce n'était pas moi. Que m'importe, à moi, cette découverte. Je suis ici pour faire ce qu'elle, Clarimonde, veut que je fasse. Car je l'aime, envahi d'une angoisse délicieuse. Vendredi 25 mars. J'ai sectionné le fil téléphonique. J'en ai par-dessus la tête d'être constamment dérangé par ce niais de commissaire au moment précis où s'annonce l'heure étrange. Mon Dieu, mais pourquoi est-ce que j'écris cela? C'est complètement faux. On dirait que quelqu'un guide ma plume. Mais je veux écrire ici. Il m'en coûte un effort extrême. Pourtant, je veux faire, une fois encore, ce que moi je veux. J'ai sectionné le fil du téléphone, oui, parce que je le devais, voilà. C'est enfin écrit, parce que je le devais. Nous étions à la fenêtre ce matin, et nous jouions. Notre jeu a changé d'aspect depuis hier. Elle fait un mouvement, et j'y résiste aussi longtemps qu'il m'est possible, jusqu'au moment où, finalement, je cède et exécute machinalement ses propres gestes. Je ne puis exprimer le plaisir merveilleux que procure cette défaite, cette soumission à sa volonté. Nous étions en train de jouer. Et voici que brusquement, elle se lève et retourne dans la pièce. Il faisait si sombre que je ne pouvais plus l'apercevoir. Elle paraissait dissoute dans le noir. Mais bientôt, elle ressurgit, portant dans les deux mains un téléphone en tout point semblable au mien. Souriante, elle le déposa sur l'appui de fenêtre, se saisit d'un couteau, sectionna le fil et s'en fut reporter le téléphone. Pendant un quart d'heure, je me suis débattu. Mon angoisse était plus grande que jamais auparavant, mais d'autant plus délicieuse était cette soumission graduelle. Et finalement, j'apportai mon téléphone, tranchai le fil et replaçai l'appareil sur la table. C'est ainsi que les choses se sont passées. Je suis assis à ma table. J'ai bu du thé et le domestique vient d'enlever les couverts. Je me suis enquis de l'heure, car ma montre ne fonctionne qu'imparfaitement. 17h15. Il est 17h15. Je sais que si je relève la tête maintenant, Clarimonde fera quelque chose. Quelque chose que je devrais faire également. Je regarde malgré tout. Elle est là, debout, et elle sourit. Ah, si je pouvais détourner mon regard. Elle se dirige à présent vers le rideau, en détache le cordon, rouge comme celui de ma propre fenêtre. Elle y tresse un nœud coulant et accroche le cordon au crampon de la croisée. Puis elle se rassied et sourit. Non, on ne peut plus appeler angoisse ce que je ressens.
C'est une effrayante et prenante terreur que je ne voudrais cependant échanger pour rien au monde. C'est une contrainte d'une telle intensité et pourtant si étrangement voluptueuse dans son inévitable atrocité. Je pourrais me précipiter de suite et faire ce qu'elle veut. Pourtant, j'attends, combats et me défends. Je sens que la tension grandit de minute en minute. Voilà, je suis assis de nouveau. Je me suis vite précipité et je fais ce qu'elle voulait. J'ai pris le cordon, j'ai tressé un nœud coulant et je l'ai fixé au crampon. Et à présent, je ne veux plus lever les yeux. Je veux seulement fixer, assis à ma place, mon papier. Car je sais ce qu'elle va faire si je la regarde maintenant, à l'instant de la 6e heure de l'avant-dernier jour de la semaine. Si je la regarde, je devrais faire ce qu'elle veut. Je devrais alors... non, je ne veux pas la regarder. Brusquement, j'éclate de rire. Non, ce n'est pas moi qui ris. Quelque chose rit en moi. Je sais pourquoi. C'est à propos de ce « je ne veux pas ». Je ne veux pas et je sais pourtant que je le dois. Je dois la regarder. Il le faut, je dois le faire. Cela et puis le reste. J'attends seulement pour reculer plus loin l'échéance de ces tortures. Oui, c'est cela, pour différer ces souffrances suffocantes empreintes du plus grand plaisir. J'écris. Vite, plus vite. Pour pouvoir rester assis ici plus longtemps, pour prolonger ces secondes de douleur qui font croître au paroxysme ces voluptés de mon amour. Encore plus, encore plus longtemps, encore la peur de Rechef. Je sais que je vais la regarder. Je me lèverai et j'irai me pendre. Ce n'est pas de cela que j'ai peur, non, car c'est beau et délicieux. Mais il y a encore quelque chose d'autre qui doit survenir ensuite. J'ignore ce que ce sera, mais cela vient, cela viendra sûrement, et la joie de mes souffrances est telle que je sens qu'elle doit être suivie de quelque chose d'horrible. Surtout, ne pas penser. Écrire quelque chose, n'importe quoi, mais vite. Surtout, ne pas réfléchir. Mon nom. Richard Braquemont. Richard Braquemont. Richard. Oh, je ne puis poursuivre. Richard Braquemont. Maintenant. Maintenant, il me faut la regarder. Richard Braquemont. Je dois, non, encore plus. Richard. Richard Braque... Le commissaire du 9e arrondissement, qui n'avait pas obtenu de réponse malgré ses appels téléphoniques réitérés, fit irruption à 18h05 à l'hôtel Stevens. Dans la chambre numéro 7, il découvrit le cadavre de l'étudiant Richard Braquemont, pendu à la croisée, dans la même position que ses trois prédécesseurs. Seul, le visage avait une expression différente. Il était figé dans une horreur indicible, les yeux exorbités et grands ouverts, les lèvres étaient révulsées et les puissantes mâchoires convulsivement serrées. Entre elles, on remarquait démantelée et déchiquetée une volumineuse araignée noire recouverte d'étranges moufetures violettes. Sur la table gisait le journal de l'étudiant. Le commissaire le lut et se rendit immédiatement dans la maison d'en face. Il constata que le 2e étage était vide et inoccupé depuis plusieurs mois.
je vous ai proposé L'araignée, une nouvelle de Hans-Heinz Heathers, écrite en 1908. Mystérieuse, macabre, érotique, grotesque, l'œuvre de Hans-Heinz Heathers est une des plus grandes réussites du fantastique allemand contemporain. Ballottée entre les frémissements du romantisme et les outrances du réalisme le plus hardi, elle ne lasse pas de captiver, surtout parce que l'art narratif de l'auteur y fait merveille. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée et à bientôt.